Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Manuela et aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo un peu particulière. On va parler de traduction, la traduction étant, comme je l'avais annoncé dès le début, un des sujets qu'on souhaitait aborder sur cette chaîne. J'en suis heureuse parce que la traduction est pour moi une grande passion et un de mes domaines d'expertise. Avec cette vidéo, j'espère vous montrer que les questions liées à la traduction sont des choses qui titillent l'intelligence et qui peuvent être intéressantes même pour les non-spécialistes. Alors, tout d'abord, n'ayez pas peur. Cette vidéo s'adresse à tout le monde et est accessible à tous. Les spécialistes reconnaîtront des concepts familiers et les non-spécialistes découvriront des concepts utiles pour corriger l'image souvent erronée qu'on a du traducteur comme un dictionnaire sur pattes. Ah, t'es traductrice? Et comment on dit embrouillamini en espagnol? Et ornithorynque? Et rhododendron? Dans cette vidéo, on verra que la traduction est une opération complexe, extrêmement délicate, passionnante, qui va bien au-delà du fait de trouver l'équivalent d'un mot dans une autre langue et qui demande des compétences qui vont bien au-delà de la parfaite maîtrise des langues avec lesquelles on travaille. Il me semble important de mettre en avant le travail des traducteurs aussi parce qu'on consomme tous de la traduction sans même y prêter attention. Pensez à tous les livres étrangers qu'on lit en version traduite, aux produits audiovisuels, mais aussi plus banalement aux étiquettes de beaucoup de produits qu'on achète au supermarché ou au mode d'emploi des appareils électroménagers. Alors, nous nous demandons quid de la traduction littéraire. S'il est vrai qu'il y a des traducteurs compétents et talentueux et des maisons d'édition attentives à la qualité des traductions, il est vrai aussi qu'il n'y a pas toujours de quoi se réjouir. Les traductions sont souvent confiées à des pseudo-traducteurs improvisés qui n'ont ni les compétences ni la rigueur nécessaires. En plus, souvent, on n'accorde pas aux traducteurs le temps nécessaire pour travailler comme il faut, ni une rémunération proportionnelle à l'effort. Donc il y a des cercles vicieux qui se créent. Il y a quelque chose, vous savez, qu'il ne faudrait jamais faire, mais que même des éditeurs sérieux ne peuvent pas toujours éviter. C'est le fait de diviser un livre en plusieurs parties et d'en confier la traduction à plusieurs traducteurs, quand les délais sont si courts qu'un traducteur tout seul ne pourrait pas assumer la charge de travail. Je vous laisse imaginer les conséquences en termes de cohérence, et même s'il y a un correcteur final qui doit essayer d'harmoniser, en général on sent encore différentes empreintes et le risque d'incohérence et d'avoir un ensemble décousu reste. Maintenant, deux mots sur un concept de base fondamental qui est souvent mal interprété et qui est celui de la fidélité en traduction. On entend dire souvent qu'un texte traduit doit être fidèle à l'original. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La fidélité signifie que le texte traduit doit reproduire le même effet, ou tout du moins l'effet le plus proche possible, par rapport à celui produit sur le lecteur de la langue source. Une traduction fidèle donc n'est pas une traduction qui ressemble à l'original, où on voit l'original à contre-jour, tout le contraire. Quand on traduit, on doit transmettre le sens, et non pas une succession de mots l'un après l'autre. Le traducteur doit analyser le texte dans son ensemble et cerner tout ce qui contribue à créer le sens dans la volonté de l'auteur. Je vous donne un exemple. Si un auteur a écrit un roman dans lequel un personnage a un défaut de prononciation, ou qu'il dit tout le temps des gros mots, ou qu'il a l'habitude de citer tout le temps des proverbes, ça veut dire que ces caractéristiques sont données exprès pour caractériser le personnage. Ce sont des éléments, comme on dit techniquement, pertinents du point de vue de la traduction, c'est-à-dire qu'ils font partie du sens et qu'ils doivent être respectés et rendus dans la traduction. Venons donc à la question cruciale, que signifie traduire? Pour le comprendre, il suffit de lire un livre qui a été fondamental pour moi quand j'ai travaillé sur ma thèse de fin d'études. D'ailleurs, un jour, on pourrait parler de ma thèse dans une vidéo. Il s'agit de Dire presque la même chose de Umberto Eco. Moi, je l'ai lu en italien, mais il existe bien sûr en traduction française. C'est un texte éclairant sur la théorie et la pratique de la traduction, basé sur les conférences tenues par l'auteur ainsi que sur sa propre expérience de traducteur, de correcteur de traduction et d'auteur traduit. Eco écrit dans les premières lignes de son introduction: que signifie traduire? On aimerait donner cette première réponse rassurante, dire la même chose dans une autre langue. Sauf que chaque langue représente le monde de manière spécifique et différente par rapport à toutes les autres, et chaque langue véhicule toute l'histoire et toute la culture au sens le plus large possible du peuple ou des peuples qui la parlent. Ce qui fait que d'une certaine manière, quand on passe d'une langue à l'autre, on ne dit jamais exactement la même chose. Eco continue dans son introduction: voici le sens des chapitres qui suivent. Tentez de comprendre comment, tout en sachant qu'on ne dit jamais la même chose, on peut dire presque la même chose. Jusqu'où ce presque doit-il être extensible? Établir l'élasticité, l'extension du presque, cela dépend de critères qui doivent être négociés préalablement. Dire presque la même chose est un procédé qui se pose, nous le verrons, sous l'enseigne de la négociation.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la médiation faite par le traducteur n'est jamais uniquement une médiation linguistique, mais doit toujours être aussi une médiation culturelle. Un exemple de médiation culturelle. Umberto Eco nous explique comment sa traductrice russe du Nom de la Rose a géré les fréquentes citations latines qui servent dans son livre à restituer l'ambiance médiévale. Je vous lis un extrait. Pour un lecteur slave, ces phrases et titres en latin translittérés en alphabet cyrillique n'auraient rien suggéré du tout, car le latin n'évoque au lecteur russe ni le Moyen-Âge ni l'Église. Alors la traductrice a proposé d'utiliser, au lieu du latin, l'ancien slavon ecclésiastique de l'Église orthodoxe médiévale. De cette manière, le lecteur pouvait saisir le même sens d'éloignement, la même atmosphère de religiosité, mais en comprenant au moins vaguement ce dont on parlait. Revenons au concept de la négociation. Eco, nous l'avons vu, dit que la traduction est un procédé qui se pose sous l'enseigne de la négociation. Qu'est-ce que veut dire négocier dans ce contexte? Pour le comprendre, essayons de voir comment travaille un bon traducteur dans un monde idéal, tout en sachant que le nôtre n'est pas un monde idéal. Tout d'abord, nous partons du principe qu'il a une parfaite maîtrise de ses langues de travail et une culture générale la plus vaste possible, ce qui va l'aider à saisir les références, les renvois, les citations plus ou moins explicites. Donc il étudie le texte qu'il doit traduire et tout ce qu'il peut sur l'auteur, sur ses livres précédents, sur les livres qui pour cet auteur peuvent être des références, etc. Ensuite, il fait ce qu'on appelle une analyse traductologique, c'est-à-dire qu'il identifie la typologie du texte, les éléments dominants et les spécificités qui devront être prioritaires au moment de traduire, il fait un classement des difficultés, etc. Quand je parle de difficulté, je ne parle évidemment pas d'un verbe irrégulier qu'il faut savoir conjuguer correctement, mais je parle plutôt de questions comme l'exemple vu tout à l'heure sur la manière astucieuse de gérer les citations latines trouvées par la traductrice russe du Nom de la Rose. Donc, revenons à notre traducteur. Après avoir fait l'analyse traductologique, il doit établir sa stratégie de traduction, qui est le fruit de ces négociations dont parle Eco. Le traducteur sait qu'il y a des choses qui seront inévitablement perdues, complètement ou en partie, et il doit décider comment les gérer et s'il peut appliquer des stratégies de compensation. Un exemple de perte en traduction? Écoutez-moi ça. Savez-vous quel est le titre de l'original italien du roman Les fiancés de Alessandro Manzoni? Il s'agit d'une œuvre majeure de la littérature italienne, et le titre original est I Promessi Sposi. Même si vous ne parlez pas italien, vous percevez certainement cet abîme qui sépare I Promessi Sposi des fiancés. C'est une perte qui pèse une tonne, mais le traducteur français s'est résigné à la perte de cette idée de promesse qu'on a dans le titre italien. Un exemple maintenant de stratégie de compensation. S'il y a un jeu de mots qui est perdu dans la traduction parce que la langue d'arrivée ne le permet pas, le traducteur peut décider de compenser cette perte en introduisant, par exemple 50 pages plus tard, un jeu de mots qui n'existe pas à ce moment-là de l'original. Même si, bien entendu, et je ne veux pas être ambigu sur ce point, un traducteur ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec un texte, et de la même manière qu'il faut essayer de ne pas l'appauvrir, il ne faut pas l'enrichir non plus. Ça y est, le traducteur a fini son travail et il a livré sa traduction à la maison d'édition. Savez-vous ce qui se passe maintenant? Maintenant commence une autre phase très importante qui est celle de la relecture de la traduction. Il y a un correcteur, voire deux, en fonction des délais et du budget, qui relit et qui corrige si nécessaire. Mais au vu de ce qu'on a dit jusqu'ici, sur la complexité de réflexion qu'il y a ou qu'il devrait y avoir derrière chaque choix de traduction, vous comprendrez qu'il me semble dangereux que quelqu'un d'autre puisse intervenir sur le texte avec une totale liberté. Donc, si la relecture faite par un professionnel scrupuleux est indispensable, et ça ne se discute pas, je fais partie de ceux qui pensent que les corrections proposées par le correcteur doivent être discutées et validées avec le traducteur, pour perfectionner tout ce qui peut l'être, mais sans prendre le risque d'anéantir la stratégie de traduction qu'il y a derrière. Voilà, c'était un survol en quelques minutes de certains des concepts fondamentaux de la traduction et du métier du traducteur. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Umberto Eco tout en sachant que c'est une lecture qui demande beaucoup à un lecteur non familiarisé avec ce thème et avec une certaine terminologie. Si vous êtes prof de langue, demandez à vos étudiants de le lire, à la fac bien sûr, mais même au lycée, ne serait-ce que quelques extraits. Ça peut être un outil important pour aider à développer la sensibilité et la rigueur nécessaires quand on travaille avec les langues. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Instagram, je vous laisse le lien dans la description ci-dessous. Et si vous avez des questions ou des curiosités, ou si vous êtes traducteur et que vous voulez partager votre expérience, écrivez-moi dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans 2 semaines avec la prochaine vidéo, à très bientôt. Et au fait, rhododendron en espagnol on dit rhododendro.
non, en latin, je sais pas, non. Vous savez, vous?